9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face sur Sud Radio, et ce sont les auditeurs qui, évidemment, ont beaucoup la parole dans cette émission, la vérité en face, entre 9h et 10h. Et maintenant, c'est une philosophe, c'est une spécialiste des grandes questions de notre temps, Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Et les auditeurs qui, d'ailleurs, peuvent aussi, évidemment, intervenir, poser des questions, faire part de leurs réflexions aussi au 0826 300 300. Chantal Delsol, on vous connaît bien sur Sud Radio, vous avez beaucoup écrit, évidemment, parfois coécrit, un peu comme ce livre, alors qu'il y a un tour du monde des idées, l'Occident en déclin, point d'interrogation, avec beaucoup de contributeurs, et c'est particulièrement intéressant parce que ce sont toutes les grandes questions en fait du moment que l'on se pose, quoi. Et évidemment l'attaque du 7 octobre qui a changé en fait bien des choses, la guerre en Ukraine, l'économie qui bouleverse les choses avec la Chine, la fameuse route de la soie qui est ouverte, qui a repris et qui bascule un petit peu le monde, l'Amérique latine, enfin tout est abordé ici, et puis l'Allemagne. D'ailleurs aussi, il y a une très bonne réflexion autour de l'Allemagne, qui était un peu l'épicentre, quoi qu'on en dise, hein, en tant que Français de l'Europe ces derniers temps, et qui est remise un peu en cause. Vous écrivez dans cette préface, Chantal Delsol, l'empire culturel occidental a été le plus grand que l'histoire ait connu. Hein, c'est depuis en l'espace de combien 50, 100 ans notamment. Aujourd'hui, il semble être remis en question, cet empire occidental culturel. Pourquoi ? Oui, d'abord, je voudrais préciser que c'est pas vraiment un livre, c'est une revue. C'est une revue, voilà. Non mais c'est vrai, mais ça se lit comme un livre. Oui, c'est non, pour d'accord, mais ça. c'est une revue annuelle. Oui. Le premier numéro aux éditions du CERF. a été publié l'année dernière, et ça c'est le deuxième numéro. Donc effectivement, c'est aussi un livre. Enfin. Oui, bien sûr. Mais je voulais préciser. Non, mais c'est vrai. Je voulais préciser ça dès le départ. Oui. Voilà. Donc pour répondre à votre question, oui, j'ai parlé de l'empire le plus important depuis que le monde est monde. Pourquoi ? Parce que c'est un empire mondial. Et ça, il y a eu des très très grands empires par le passé, naturellement on les connaît, mais ils ne s'étendaient que sur une partie du monde, souvent une partie très importante, hein. Mais ce qui est extraordinaire avec l'Occident, c'est que c'est un empire mondial et culturel. Alors naturellement, il n'a pas été que culturel. Il y a eu ce qu'on a appelé les colonisations. Ça a été des conquêtes au départ et des prises de pouvoir, naturellement. Mais c'est surtout un empire culturel, c'est-à-dire que l'Occident a apporté, à imposer, bon, on peut choisir le mot qu'on veut parce que ça dépend aussi des endroits, des moments, c'est très compliqué. Ces principes, ces valeurs, dirait-on maintenant, ces découvertes au monde entier. Et on peut dire que si aujourd'hui, partout dans le monde, il y a des aéroports, des téléphones portables, etc., enfin, toute la technique, et puis aussi un certain nombre de valeurs d'émancipation. La démocratie. Même si il n'y en a pas partout. Si, évidemment, il y a plein de problèmes. Oui. C'est parce que l'Occident les a apportés. Donc, c'est une forme ce qu'on appelle du soft power, en tout cas, absolument mondial. Oui. Donc ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant, et c'est ça qui est en train de se retirer aujourd'hui. Oui, parce que ça s'est répandu finalement assez vite. Je disais ces 50 dernières années. Oh, non, 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 mais sur l'ensemble des dernières, on a parlé de valeurs, là, non ? Oui, écoutez, si vous regardez par exemple la Chine, qui est quand même l'endroit le plus éloigné de nous culturellement, enfin, disons l'Asie, mais en Chine, c'est tout à fait au début du XXe siècle que les Chinois cessent de bander les pieds des femmes sous l'influence des Occidentaux, par exemple. Donc, ça fait déjà plus d'un siècle. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, cet empire culturel occidental est vraiment remis en cause ? Oui, il est remis en cause, je dirais, depuis le tournant du siècle, c'est-à-dire 25 ans, c'est pas beaucoup. Hein. Non, oui. Alors évidemment, c'est difficile de donner une date pour des choses aussi évanescentes, si vous voulez, mais quand même, on pourrait dire ça, le tournant du siècle. Il y a un certain nombre de pays qui disent nous avons nos principes à nous et nous allons les défendre contre les principes occidentaux. C'est une forme d'émancipation.
Voilà, s'émanciper de l'Occident. Ce qu'on appelle maintenant, entre guillemets, les pays du Sud global, c'est ça, au fond. Oui. Ce sont des gens qui disent maintenant, l'Occident, ça suffit. Nous allons, comme vous dites, nous émanciper de l'Occident. Oui, nous émanciper, mais alors en s'appuyant sur quoi? Sur quel pilier? Parce que nous, on avait, vous l'avez bien dit, il y avait le pilier de la démocratie qui a été imposé, il y avait le pilier du progrès technique, et puis alors il y avait aussi en partie un pilier religieux, quoi, disons moral, quoi. Oui, surtout au début, plus depuis 50 ou 100 ans. Mais au début, il y a l'effort missionnaire qui venait de l'Occident était aussi important que l'effort politique ou autre. Hein. C'est-à-dire qu'on apportait nos missionnaires avec nos médicaments. Hein. Maintenant, c'est plus le cas. Ce que ces pays veulent retrouver, c'est leur propre culture. Qui avait été plus ou moins recouverte par la culture occidentale. Je dis recouverte, mais on pourrait dire parfois ridiculisée. Hein. Ouais. Donc voilà. Donc ils en ressentent pas forcément une haine, ça arrive parfois aussi, mais en tout cas un désespoir. Si on veut bien comprendre ce type de sentiment, je crois, on peut lire la littérature russe. Depuis les 2 siècles à peu près, où il y a à la fois un amour pour l'Occident et une haine de l'Occident. Résumé aujourd'hui à puissance, j'allais dire 1000 par Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. L'Occident nous apporte beaucoup, mais en même temps, nous en avons assez parce que l'Occident nous enlève notre propre culture. Donc, ce qu'on veut, c'est retrouver notre propre culture. C'est ce qu'on appelle le panslavisme en Russie. C'est un choc des mondes, quoi, de nouveau. C'est un choc des mondes. Et il faut bien reconnaître que l'Occident, en apportant tout ce qu'il avait, a en quelque sorte abîmé, voire même détruit un certain nombre de cultures locales. Ouais. C'est tout à fait vrai. Et c'est là où, localement, on a envie de reprendre un peu ce pouvoir. Mais certains ont envie de reprendre ce pouvoir. Alors, ce qui se passe, c'est que certaines cultures ont plus de difficultés, parce que j'ai eu tendance à utiliser ce type d'expression. Les cultures extérieures, disons, ont parfois été avalées par l'Occident, mais parfois elles ont été plus que ça, elles ont été digérées par l'Occident. Et c'est beaucoup plus difficile de retrouver sa propre culture quand elle a été digérée que quand elle a été simplement avalée. On peut recracher ce qu'on a avalé. Vous avez sans doute remarqué que les Chinois ne sont absolument pas complexés devant nous. Hein. Absolument pas complexés. Ils n'ont pas du tout l'impression d'avoir été frustrés par notre passage. Ils reprennent le pouvoir gaillardement et même avec du mépris vis-à-vis de nous. Ils ont certainement avalé un peu notre culture, mais ils l'ont vu très vite recracher et maintenant ils reprennent leurs habitudes sans aucun problème. En revanche, les pays arabo-musulmans ont plus de mal parce que, à mon avis, ils ont été largement digérés par l'Occident. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre soft power est tellement fort que ils ont du mal à se ressaisir au nom de leur propre culture. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est très difficile aujourd'hui, devant la modernité occidentale, de faire en sorte que, pour prendre un exemple, que la virginité des filles soit comme une sorte de principe métaphysique. Ça passe plus. C'est très difficile pour eux, si vous voulez, de récupérer. Alors, ils essaient évidemment de s'arc-bouter en fait autour de ça, pour certains, bien sûr, dans ces pays, avec des générations conservatrices. J'allais dire locales, sauf que ça pousse derrière, quoi, avec les jeunes générations qui sont ouvertes en fait au monde, que ce soit en Iran, en Algérie, partout ailleurs, quoi. Ils ont du mal à lutter contre la modernité occidentale avec leurs principes à eux, tandis que les Chinois n'ont pas ce problème-là. Enfin, ça dépend complètement des lieux où on se trouve, naturellement. Donc, je suppose que c'est très difficile pour eux, et j'essaie de me mettre à leur place, c'est littéralement impossible. Hein. Mais il faut quand même penser que il est normal que chaque culture existe, se défende et aime et s'aime elle-même, parce que sinon alors où allons-nous? Et que doit faire aussi l'Occident face à cela, puisque vous dites et c'est le titre de cette revue, l'Occident est-il en déclin, point d'interrogation? Que faire en Occident, quoi, face à... Je pense que l'Occident doit apprendre que
on n'est pas obligé d'être dominant pour exister ou pour être heureux ou pour faire des belles choses. Hein. Oui, mais jusqu'à présent, l'histoire nous a appris toujours, malheureusement, probablement, qu'il fallait dominer pour pouvoir imposer, en fait. Je crois qu'il nous faut apprendre le contraire, hein, que c'est pas parce qu'on domine qu'on fait forcément de belles choses. De belles choses, oui. Et donc nous ne serons plus dominants. Hein. Enfin, en tout cas pour un bon moment, je suppose. Mais c'est très compliqué parce que vous savez, le fait de dominer donne à la fois des possibilités, des capacités, des fiertés, et puis surtout vous suscite chez vous des qualités et des défauts qui sont spécifiques. Et devenir comme tout le monde, je dirais, et même parfois dominer, parce qu'il est sûr que parfois nous allons être dominés. Hein, ça nécessite des qualités et des défauts qui sont exactement inverses. Donc, c'est très compliqué de changer, surtout si rapidement. Hein. Oui, absolument. Bah oui, parce que tout va en accéléré, en fait. C'est ce qui a beaucoup changé par rapport à il y a quelques siècles, si je puis dire. Ça va très, très vite. Ça va très, très vite. Allez, nous continuons d'en parler avec vous, Chantal Delsol, pour cette revue, L'Occident est-il en déclin? Et puis vos livres également, on va aborder ça dans un instant. La revue Odysseus. Odysseus, absolument. Nous poursuivons dans un instant La vérité en face sur Sud Radio. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, on se dit les choses sur Sud Radio. On reprend les bonnes habitudes, ce que je disais tout à l'heure, toujours avec les mêmes résolutions, c'est-à-dire se dire les choses en face plutôt que de mettre la poussière sous le tapis. Je le dis depuis le début de cette émission, parce que c'est la philosophie de cette émission aussi, pour ne pas que ça ressorte et ça vienne nous étouffer. Il faut ouvrir les yeux et ne pas avoir peur. Chantal Delsol, vous êtes d'accord avec ça ? Je suis d'accord, parce que la poussière qu'on met sous le tapis, quand elle ressort, c'est un véritable ouragan. Ah ben voilà, c'est ça, ça se transforme en ouragan. Tiens, je retiendrai votre expression. La sortir tout de suite. Oui, oui. Alors, vous êtes à la tête de cette revue, Odysseum, un tour du monde des idées, hein, je le disais, sur l'Occident est-il en déclin. Je vous le conseille. Alors, parfois c'est d'un haut niveau quand même, parce que ce sont des intellectuels qui sont les contributeurs. C'est fait un peu pour, je dirais. C'est fait un peu pour, je dirige ça avec Johanna Nowicki et on travaille ensemble depuis longtemps. Non, mais c'est particulièrement intéressant parce que ça donne des pistes sur ce basculement du monde qui est en train de se jouer sous nos yeux. Et vous avez écrit aussi, qui vient de sortir, Insurrection des particularités aux éditions du Cerf également, qui est la suite de votre précédent ouvrage d'il y a 3-4 ans. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors vous allez sur ces insurrections, parce que je les utilise au pluriel, c'est ça? Non, c'est au singulier et les particularités au pluriel. Et les particularités au pluriel. Non, mais je disais ça parce que il y en a peut-être plusieurs en fait aujourd'hui, non? Disons, il y en a beaucoup, mais ça se produit sur plusieurs ordres, sur plusieurs niveaux. Ça se produit même un peu à tous les niveaux. Oui, à tous les niveaux. Ouais. C'est-à-dire ça se produit bien sûr au niveau politique, où on vient de parler de l'empire culturel occidental, qui était avant un empire tout court, qui a cessé d'être un empire tout court il y a très très peu de temps en fait. Mais qui était surtout un empire culturel qui est en train de se défaire. Donc au niveau politique, il y a une explosion des particularités avec la chute d'un empire. Et puis, ça se produit au niveau interne. Alors pour prendre le cas le plus extrême et à mon avis le plus grave, au niveau du savoir. C'est-à-dire que l'universel est en train de se défaire au niveau de la connaissance et chacun est en train de dire moi j'ai ma vérité. Ouais. On en vient même à une remise en cause de la science. Quand vous avez des étudiants, je cite un cas qui m'est arrivé, un étudiant qui me dit telle théorie physique, je la sens pas. Ouais. Je la sens pas. Je la sens pas. Autrement dit, c'est une question de sentir soi-même. Si moi je sens pas une théorie physique, je ne la prends pas. Comme si c'était une question d'émotion. Vous voyez, donc il y a plus de science. Hein. C'est une défiance de la science. Une défiance de la science. Et ça, c'est une faillite de l'universel qui laisse surgir une explosion de particularités, chacun ayant sa propre science, en fait. Alors, ce sont des choses... Mais il y a parfois des façons de voir les choses.
différentes peut-être. Non, mais par exemple, quand il y a eu le Covid, où évidemment on a entendu des scientifiques, beaucoup de chercheurs, qui étaient un petit peu dans le brouillard eux-mêmes. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est un peu autre chose. C'est parce que la question était si grave. Bien sûr. À un moment, on ne pouvait pas se permettre d'avoir des centaines de milliers de morts à une époque où la vie a tant d'importance. Ça n'avait pas été le cas encore 40 ans plus tôt. Et donc les scientifiques étaient obligés de se dépêcher, de trouver des solutions, même si ils avaient trop peu de temps en fait pour trouver des solutions vraiment scientifiques. Donc ils ont imposé des solutions qui étaient peut-être pas véritablement démontrées ou prouvées. Et en fait, je pense qu'on peut pas leur en vouloir pour ça. Moi, je suis assez... S'il peut y avoir une défiance de la science, c'est peut-être sur l'utilisation du progrès, justement. Oui, naturellement. Je pense au nucléaire, par exemple, évidemment. Puis dans un cas comme ça, où on était pressé, où les politiques étaient forcés d'être pressés parce que on pouvait plus se permettre d'avoir le nombre de morts qu'on avait eu en 68, quand il y avait eu cette crise où qui a laissé 25 000 personnes sur le carreau en décembre, je crois, 68, où personne n'avait rien dit. Mais maintenant, les choses ont changé. La vie a beaucoup plus d'importance, la vie humaine a beaucoup plus d'importance. Et donc, ils étaient obligés de se dépêcher et peut-être de dire des choses un peu limites et d'imposer peut-être des traitements un peu limites. Ouais. Moi, je ne suis pas de ceux, si vous voulez, qui pensent que là, il y a eu des crimes, il y a eu des... Non, je suis plutôt du genre à dire, bon, nos politiques ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont fait des erreurs, certainement, parce qu'ils étaient pressés, mais ils étaient obligés d'être pressés. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que l'accélération du temps ne permet plus de prendre son temps justement pour mener à bien des projets et imposer un certain nombre de choses qui permettront d'avancer? Tout est remis en question en permanence, quoi. Et on arrive dans une forme de monde instable. Oui, c'est vrai que comme nous sommes dans le présent en permanence, puisque nous ne voulons plus du passé et le futur nous inquiète, nous affole. Nous ne voyons plus comment il peut se dépeindre, se définir. Alors nous sommes dans le présent permanent et donc constamment nous nous sentons obligés de nous presser, alors qu'en fait nous ne devrions pas être comme ça. Oui, mais ça, évidemment, il y a une accélération en fait à tous les niveaux. On a les informations qui circulent dans tous les sens, plus ou moins vérifiées. L'organisation des réseaux nous pousse à ça aussi. Bon, est-ce qu'il y a une note d'optimisme quand même? On va terminer là-dessus. Moi, je suis pas du tout pessimiste. Non. Je pense qu'à toute époque est différente, tout moment est différent et on peut toujours s'en sortir à partir du moment où on n'est pas bouffé par la tristesse, par l'inquiétude, par l'affolement. Je pense nous avons toujours les moyens de nous en sortir. Oui, mais quand vous utilisez le terme, c'est vous qui l'avez utilisé tout à l'heure, de la chute de notre empire, c'est la chute ou c'est une descente plutôt, non? Une perte d'influence? Est-ce que c'est vraiment une chute? Ça dépend ce qu'on appelle. C'est la chute de l'empire, c'est pas la chute de l'Occident. L'Occident existe, il est puissant, il est surtout puissant, à mon avis, il a les moyens d'être puissant dans sa tête et de continuer à exister tranquillement, à condition de ne plus vouloir être le maître du monde. Alors ça, c'est Donald Trump. Est-ce que justement... Donald Trump n'a pas envie d'être le maître du monde. Il n'a pas envie d'être le maître du monde. Parce que est-ce que vous ne pensez pas que le vote américain, on terminera là-dessus, mais le vote américain qui a mis Donald Trump au pouvoir, c'est cette crainte de perte aussi un petit peu justement de domination et d'influence en fait dans le monde, y compris dans son pays, et que Trump apparaît pour certains Américains comme celui qui peut redonner espoir pour ça. Je crois pas que les Américains espèrent qu'il va reprendre de la puissance, mais simplement ils espèrent qu'il va redonner du bon sens à l'Amérique. Je pense que l'Amérique actuellement manque de bon sens. Je crois que si Trump a été élu, c'est parce que les démocrates étaient devenus complètement fêlés avec leurs affaires de woke et ça c'est pas du bon sens tout ça. Ouais. Merci beaucoup Chantal Delsol. Donc Insurrection des particularités aux éditions du Cerf. Vous reviendrez en parler plus longuement chez André Berkoff qui sera de retour la semaine prochaine. Évidemment aussi. Et puis cette revue L'Occident en déclin avec beaucoup d'idées. Moi qui m'ont interpellé évidemment avec beaucoup de contributeurs sur toutes les questions que l'on doit se poser bien sûr pour voir où nous avançons. Dans un instant nous allons avancer vers l'émission de Gilles Gansman qui prend place tranquillement à mes côtés évidemment. Gilles, bonjour.
retour. Et puis Thierry Guerrier jusqu'à 13h aussi pour les débats. Sud Radio est évidemment toujours là. Et bonne année, mon cher Gilles Gansman.